Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a sûrement. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la Common Decency de George Orwell, est-ce que ça fait partie des valeurs morales universelles ou c'est une construction, selon vous? Non, je ne pense pas. Je pense que, si vous voulez, le propre des valeurs universelles, qu'elles soient du côté de la connaissance ou qu'elles soient du côté de l'action, elles n'ont pas de contenu particulier, au contraire des croyances ou des valeurs proprement dites dont j'ai énoncé, dont j'ai formulé un certain nombre d'exemples. L'honneur au titre individuel ou au titre collectif, la nation, etc. Ça, ce sont des valeurs qu'on peut défendre. Je ne dis pas qu'elles sont, mauvaises. Je dis que si on est un être humain, si nous sommes des êtres humains, nous avons des valeurs, nous avons nos valeurs. La question banale en philosophie, mais qui est essentielle dans toute l'histoire de la philosophie, c'est peut-on juger de la valeur d'une valeur? Et dans ce cas-là, vous n'avez plus le contenu. Vous n'avez plus de contenu. Vous pouvez dire c'est ça la bonne valeur, c'est ça le bon Dieu, si je puis dire, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le polythéisme des valeurs. La seule chose que vous pouvez dire, c'est que, étant donné la définition que nous donnons d'une personne qui a la capacité d'accéder à des valeurs, c'est cette capacité-là, cette capacité que nous avons de nous parler, d'échanger, de juger que vos valeurs sont bonnes ou mauvaises, et que vous avez dû juger que les miennes sont bonnes ou mauvaises, cette capacité d'échange, c'est cela la valeur universelle. Et c'est au nom de cette valeur universelle, c'est-à-dire la possibilité de ce que j'appelle l'interlocution, c'est ça qui fonde l'universalité des valeurs qu'on appelle l'humanité. De là, tout ce qu'on appelle la règle d'or ne fait pas à autrui, ce que ne devrait pas... Tout ce qui nous semble être au principe de toute valeur possible et qui n'a pas de contenu particulier, c'est ce que j'appelle l'universalité des valeurs. Et ça marche pareil du point de vue de la connaissance, parce que les sciences évoluent, ce qui est une théorie qui était jugée définitive ne l'est pas forcément, mais ce qui ne varie pas, et ça ne varie pas depuis le IVe siècle en Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis que l'idéal de la science grecque est né, c'est l'idée d'universaliser les procédures et que quiconque utilisera ces procédures devra aboutir, sinon au même résultat, du moins au fait qu'il y a ici une procédure entièrement rationnelle et par conséquent universelle. Une autre question? Oui. Voilà, non, moi je me demandais si le clivage entre l'humanité et l'animalité se faisait vraiment dès le premier degré. Je pense par exemple à des expériences de dressage ou de choses comme ça où on conditionne une réaction d'un rat, d'un chien à lui donner de la nourriture par exemple. Est-ce que c'est pas déjà une sorte de pli sur sa pensée? Ce que vous dites est un problème, la question que vous posez est en fait une question difficile qui fait l'objet de recherches en éthologie aujourd'hui qui sont très discutées, qui est ce qu'on appelle pour les animaux supérieurs, disons, la question de la métacognition. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Est-ce qu'un animal est capable d'avoir comme état de conscience, appelons ça comme ça, peut avoir, ce que cet état de conscience peut avoir pour objet un autre de ces états de conscience. C'est ça la thèse que j'ai soutenue. Alors c'est extrêmement discuté, il y a rien de probant. On sait que certains animaux semblent agir comme si, certains bonobos ou chimpanzés, etc., semblent agir comme s'ils, en quelque sorte, se représentaient l'état de conscience, le leur ou ceux des autres. Mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est très discuté. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce qui est très discuté, y compris pour les chimpanzés et les bonobos, est la chose la plus simple du monde pour un enfant extrêmement jeune, dans lequel les enfants très tôt, en particulier grâce à l'accès à la symbolisation et au langage articulé, sont capables de distinguer la vérité, le vrai du faux. Je ne dis pas qu'ils sont capables de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, mais ils sont capables de distinguer le monde de l'illusion ou le monde qui est le leur propre dans leur pensée et l'objectivité. Et ça, c'est quelque chose auquel nous avons spontanément accès et qui est extrêmement difficile à théoriser. Comment savons-nous que nos états
mentaux, comment distinguons-nous nos états mentaux des croyances que nous avons sur le monde? Autrement dit, c'est la distinction entre la subjectivité et l'objectivité. Et ça, on sait que le grand saut qualitatif, c'est la capacité de l'échange, du concept que permet le langage, dès lors que je sais désigner quelque chose qui est dans le monde pour vous comme pour moi, je sais qu'il est dans le monde et pas dans ma tête, si vous voulez. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à prouver. Pour d'autres êtres vivants ou d'autres animaux, même des animaux conscients, que l'homme, c'est-à-dire que nous avons accès à la distinction. Vous savez, il y a un philosophe grec qui disait « les hommes qui rêvent ont chacun leur monde et les hommes éveillés ont tous le même monde ». Et bien, c'est cette distinction que j'appelle le deuxième degré, c'est-à-dire être capable, nous sommes en permanence, pratiquement toujours capables, de distinguer ce qui est notre état de conscience des états objectif du monde, parce qu'à propos de ce monde, nous pouvons partager, vous pouvez me dire ceci, c'est cela, ou ça n'est pas cela. Nous avons accès à la négation, et par conséquent, nous avons accès à quelque chose qui est extrêmement difficile de prouver que d'autres êtres l'ont, que ce soit du point de vue du désir ou du point de vue de la connaissance. Merci beaucoup. Merci de nous avoir redonné une place. Et revenez vite aux Ernest. Merci.